Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022 et voici tout de suite les titres. Des milliers de mètres cubes de terre et de roches ont coupé la route. Les travaux de sécurisation pour la réouverture de la route qui mène au hameau de Bionasset vont débuter. Nous ferons le point avec Emmanuel Jaude qui était sur place cet après-midi. Et puis Flaine reste sous le choc 2 jours après le véritable drame qui a coûté la vie à une fillette de 5 ans. La station a mis en place un soutien psychologique pour les personnels des remontées et de l'ESF. Nous entendrons le président des écoles du ski français dans ce journal. Les habitants du hameau de Bionasset devront encore patienter quelques semaines. Il y a quelques jours, un éboulement a coupé leur localité du reste du monde. Les travaux pour la réouverture de la route sont estimés à un demi-million d'euros. Ils seront financés en grande partie par le département de la Haute-Savoie. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. Plus de 2 semaines après les éboulements qui ont coupé du monde le hameau de Bionasset, il reste encore beaucoup de travail afin de sécuriser l'accès à cette petite vallée sur les hauteurs de Saint-Gervais. Encore aujourd'hui, le site reste très instable et ce, malgré les travaux de purge engagés quelques heures à peine après l'effondrement de la paroi ce 1er janvier 2022. Il y a une pelle araignée dans une pente qui est comme ça et qui est en train de purger pour qu'on puisse sécuriser. Mais il n'y a pas de mathématiques, si c'est à la fin de la semaine, c'est à la fin de la semaine. Mais par contre, nouveau message pour les urbains, ne venez pas avec vos 4x4 pour essayer d'aller à Bionasset. Même quand on aura rétabli une route provisoire, ce n'est plus un endroit pour l'instant où il faut venir voir l'étendue des dégâts, ou aller passer le week-end à Bionasset. Ils peuvent aller à Bionasset, mais en prenant le tramway du Mont-Blanc, qui est le bijou du département, et en descendant depuis le col de Vose, et ensuite en remontant à pied. Des travaux estimés à 500 000 euros, mais si l'axe est communal, c'est le conseil départemental qui va, comme c'était déjà le cas sur les bords du Léman il y a quelques mois, prendre en charge 80% des frais et prévoir un budget dédié pour les prochaines années. Désormais, dans le budget du département, il y aura une ligne budgétaire qui sera dédiée aux aléas climatiques. Ce qui veut dire que ça voudra dire plus de réactivité, de la disponibilité budgétaire. Quand il y aura un coup dur, on viendra immédiatement sur le terrain et on sera aux côtés des communes ou des intercommunalités. C'est déjà voté en DM à la fin du mois de décembre et ce sera dans le prochain budget qui sera voté au 28 février. Je ne peux pas vous donner le montant, mais il y aura une ligne spécifique d'aide aux communes pour les aléas climatiques. En attendant, il faudra donc de la patience aux 32 habitants du hameau qui sont toujours et jusqu'à nouvel ordre coupés du monde et ravitaillés à l'aide du tramway du Mont-Blanc. Attention, si vous êtes dans la vallée de l'Arve, l'alerte rouge à la pollution est maintenue dans le secteur. Parmi les consignes à respecter, maîtriser la température de son logement, éviter de brûler les déchets verts ou utiliser les modes de transport doux. Il est conseillé de limiter ses activités sportives et pour les plus fragiles de s'éloigner des grands axes routiers en période de pointe. Je vous le disais en titre, un terrible drame a secoué la station de Flaine en Haute-Savoie ce week-end. Une fillette de 5 ans a été percutée par un skieur de 40 ans samedi matin sur le domaine. Elle est décédée peu après le choc. Au moment de l'accident, elle évoluait sur une piste bleue dans le cadre de son cours de ski. 5 enfants participaient à cette leçon encadrée par une monitrice de l'école du ski français. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances du drame. L'homme a été mis en examen ce lundi pour homicide involontaire. Nous avons recueilli la réaction d'Éric Brèche, président du syndicat national des moniteurs du ski français. Je vous propose de l'écouter. Chaque année, quotidiennement, nous avons tous les acteurs de la montagne, nous faisons des opérations de communication pour justement essayer d'appréhender ces nouvelles, en plus après une année de fermeture, de dire, on avait lancé même une campagne Vas-y Bolo avec tous les acteurs de la montagne. Tout ça pour sensibiliser quotidiennement, mais pas que les clients qui viennent une semaine, il faut aussi que les gens des vallées comprennent que quand ils montent le samedi, quand ils montent le dimanche, il faut aussi faire avec les autres. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que de temps en temps, la démarche individuelle prend le pas sur la démarche collective et qu'à un moment donné, c'est mon territoire, c'est ma partie, mais on doit justement être collectif et on doit faire attention à tout ça. Et chacun, prudemment, le ski doit rester un sport, certes, mais ça doit rester aussi un loisir auquel
Quand on est là, c'est pour passer du bon temps, c'est pour se faire plaisir. On est là pour accompagner tout ça, justement, dans le cadre de l'apprentissage, mais aussi la découverte, et on semble le faire en toute sécurité. Et c'est quelque chose que je tiens à rappeler et que tous les acteurs de la montagne souhaitent rappeler tout le temps, que ce soit avec le service des pistes, avec les domaines skiables, avec les maires. Nous sommes main dans la main pour qu'à un moment donné, ça se passe au mieux. On fait skier beaucoup de monde, certes, mais à un moment donné, on doit être sensibilisé et on doit continuer. On fait peut-être jamais assez, mais on doit sensibiliser tout le monde, et tous les acteurs, tous les clients, toutes les personnes qui viennent sur les domaines skiables pour dire comment on doit se comporter sur ces terrains de jeu qui sont formidables. Essayons de garder à l'esprit que ça doit rester formidable. Éric Brèche qui nous a bien sûr fait part de ses pensées en direction de la famille de cette toute jeune victime. Un mot à présent des résultats sportifs du week-end avec de belles performances des Français. En biathlon, tout d'abord, Quentin Fillon-Maillet s'est imposé sur la poursuite de Ruhpolding en Allemagne. Il signe sa 5e victoire de la saison et la 3e consécutive. Il est plus que jamais leader du classement général de la Coupe du Monde. Et puis en ski freestyle, Tess Le 2 a décroché la victoire à Font-Romeu en Coupe du Monde de slopestyle. En ski alpin, cette fois, Tessa Worley et la skieuse de Val d'Isère, Laura Gaucher, ont terminé ex-aequo à la 5e place du Super G en Autriche. Arthur Bauchet a pour sa pas arrêté, sacré champion du monde handisport de super combiné, catégorie debout à Lillehammer. À noter également dans cette compétition la 3e médaille d'or de Hyacinthe de Leplace. Après la descente et le Super G, le Haut-Savoyard s'est imposé sur le combiné. Enfin, chez les femmes, Marie Bauchet a décroché l'argent, toujours en super combiné. Et nous continuons à parler de sport avec mon invité du soir. Il s'agit de Benoît Mourenne. Bonsoir Benoît. Bonsoir Victoria. Merci d'avoir accepté notre invitation au pied levé pour parler de la Glagla Race. Alors je rappelle que vous êtes le monsieur paddle du lac d'Annecy. Vous gérez notamment la structure NC Sup pour stand-up paddle. Et vous êtes l'organisateur de l'Alpine Lakes Tour. Avant de parler de la Glagla Race, d'abord en quoi consiste l'Alpine Lakes Tour justement ? Alors le principe vraiment c'est de se dire qu'on est dans une région, alors c'est région au sens large, hein. C'est les Alpes proches, donc ça va être les Alpes du Nord françaises, mais aussi la Suisse et le nord d'Italie où il y a énormément de lacs et d'endroits magnifiques pour pratiquer le stand-up paddle. Et qu'en plus ça permet de le faire de manière très différente, c'est-à-dire que si on est sur le lac d'Annecy ou sur un lac à 2000 mètres d'altitude en Italie comme on le fait, ou sur même un lac souterrain comme on en a un en Suisse où on organise une compétition, c'est des conditions très différentes. Été, hiver aussi, la Glagla Race évidemment. Mais entre le plein été où il fait 30 degrés et l'hiver où il peut faire moins 10, c'est complètement différent. C'est du coup 2 endroits différents. Donc voilà, on a un potentiel énorme de variété de pratiques. Et comme c'est un sport lié à l'environnement, à l'outdoor, à l'environnement, le fait d'avoir des conditions différentes, ça change complètement l'expérience. Alors même si c'est une compétition, c'est pas grave, parce que pour vraiment le concept de la Glagla Race, c'est que c'est justement pas juste une compétition. C'est aussi évidemment la compétition parce que c'est intéressant, ça incite à se dépasser, à se confronter aux autres, mais aussi le fait d'avoir cette expérience, ces sensations, et de se retrouver avec plein de gens différents qui viennent de plein d'endroits différents et qui ont cette passion du stand-up paddle. Est-ce qu'il y a quand même un enjeu sportif ? Est-ce que c'est un enjeu européen, international ? C'est clairement international, hein. C'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure des éditions. La Glagla Race, c'est celle qui rassemble le plus de personnes, mais c'est aussi celle qui rassemble les meilleurs. On a le meilleur mondial qui sera là, on a son challenger immédiat qui était numéro 2 sur la saison passée en 2021 qui sera là. On a 2 anciens vainqueurs, en plus de Titouan Piot qui est le champion du monde, on a 2 anciens vainqueurs de l'Alpine Lakes Tour qui sont dans le top 10 mondial. Chez les femmes, je crois qu'il y a 6 des 9 meilleurs mondiales qui sont là. Donc voilà, il y a un niveau qui est important. Voilà. Mais c'est très large, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont des pratiquants tout à fait loisirs qui sont là. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est de rassembler l'élite, mais aussi des gens qui sont des pratiquants loisirs. Et même pour l'élite, c'est pas une course comme les autres, donc ils l'abordent de manière différente. Voilà, ça change les choses, mais ça reste une compétition quand même qui compte pour le classement mondial, qui compte, c'est la première de la saison, qui a son importance vraiment même pour les pros. Ouais. C'est ça, la Glagla Race, elle lance vraiment l'Alpine Lakes Tour. Elle lance l'Alpine Lakes Tour, mais elle lance la saison mondiale de stand-up paddle. C'est la première course, au mois de janvier, c'est la première course internationale, c'est même la première course de l'année dans le monde entier, parce que normalement la saison de stand-up paddle, c'est quand même pas l'hiver, c'est plutôt l'été. Donc habituellement ça commence plutôt en mars et ça va se finir en octobre. Donc là on est dans une période
traditionnellement un peu creuse, qu'il est de moins en moins avec la Glaris qui motive de plus en plus de personnes. Pourquoi avoir justement créé cette course en plein milieu de l'hiver avec un lac qui est actuellement à 6-7 degrés à peine? Voilà. C'est pourquoi au départ, c'est une espèce de défi, de dire voilà, que les choses, c'est bien de faire les choses différemment, c'est bien de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Hein. Donc la Glaris en fait partie. En plein hiver, surtout quand on a commencé au début, il y avait personne qui en faisait. Maintenant, il y a de plus en plus de gens. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste, il n'y a pas juste ce côté défi. C'est aussi des conditions qui sont très agréables quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent. On est debout, donc pour peu qu'il y ait du soleil, c'est un peu comme au ski, on a la réverbération. Donc on chauffe comme ça. C'est un sport où on ne va pas très vite. Donc on n'a pas, même si le fond de l'air est frais, on ne le sent pas. Et comme c'est un sport d'endurance, on chauffe vite. Donc si vous faites du ski de fond ou si vous faites de la course à pied, même en plein hiver, hein, si vous en faites un petit moment et si vous courez, si vous y allez un petit peu, vous allez vite avoir chaud. Est-ce que quand même il y a des chutes? Parce que si on tombe, je pense qu'on a un petit peu moins chaud quand même. Oui, ça c'est un problème, on va dire c'est un problème. Ça fait partie, c'est un peu l'intérêt aussi, c'est que l'eau est froide. Donc on se dit, ouais, il ne faut pas que je tombe, C'est pas forcément dramatique. Ça peut être embêtant si c'est tout au début, ou surtout si c'est une période d'attente, on n'est pas encore parti, on tombe à l'eau, on va peut-être avoir un peu de mal à se réchauffer. Ça dépend aussi des conditions météo, c'est-à-dire que s'il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, on va se réchauffer, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un peu gris, qu'il y a un peu de vent, ça va être plus difficile de se réchauffer. Ce qui est important vraiment, c'est de se protéger les pieds, le plus important, parce que les pieds, même s'il fait beau, les pieds restent au contact de l'eau qui est froide. Donc il faut vraiment des bons chaussons. Les gants, c'est important. En fait, c'est un peu comme quand on fait de la course à pied ou du ski de fond, d'autres sports d'endurance en hiver. Il faut pouvoir se dévêtir un peu. Donc c'est bien, c'est d'avoir une combinaison qui soit pas trop chaude, qui soit bien adaptée, mais pas trop chaude. Et après, pouvoir avoir une veste de ski de fond ou de course à pied, des gants, des bonnets, des choses qu'on puisse enlever aussi si on a trop chaud. Et puis pour se réchauffer, il y a aussi tout plein de services tout autour. Vous avez vraiment développé l'accueil. Il y a même la possibilité de louer un paddle sur place, de faire garder ses enfants pendant la course. Ça m'a étonnée en préparant cette interview. Vous faites un peu tout pour que tout se passe bien finalement pour les compétiteurs. Oui, on fait des choses. On va même chercher des paddles qu'on transporte dans des camions qu'on va chercher à Paris au mois de décembre au moment du salon nautique et qu'on ramène ensuite en Bretagne. Tout ça avec des bénévoles. Effectivement, il y a la roulotte du master qui est là, il y a un bain norvégien, il y a effectivement une garde d'enfants qui est proposée. L'idée, c'est de se dire l'idée, c'est d'accueillir des gens d'un peu partout et puis autant qu'ils soient bien accueillis. On leur propose aussi d'aller skier le dimanche au Grand Bornand avec des tarifs réduits sur les forfaits. On a mis ça en place avec la station du Grand Bornand. Donc voilà, l'idée, c'est que les gens se fassent plaisir, qu'ils en profitent. Voilà. Personnellement, le bain norvégien à 37 degrés m'attire plus que le paddle sur le lac à 7 degrés. C'est bien de faire les deux. Donc ça se passera principalement samedi avec plusieurs courses tout au long de la journée. Oui, ça. Le vendredi, c'est une journée d'accueil où les gens peuvent venir évidemment pour récupérer leur dossard. Il y a des activités qui sont proposées. Il y a du paddle yoga, par exemple. On peut aller dans le bain norvégien après pour se réchauffer. Il y a des conférences, il y a plusieurs associations. Il y a Paddle contre Parkinson qui est là. C'est des choses intéressantes parce que le paddle fait partie des sports qui permettent aux Parkinsoniens de mieux combattre la maladie, de faire en sorte que ça évolue moins vite. Et c'est des choses qu'ils peuvent faire. Il y a des contraintes pour eux, mais on a un représentant qui fait souvent les courses qui sera présent. Il y a Ingrid Ulrich aussi qui est là, elle est sur une association qui s'appelle Au-delà de l'océan. Elle a été atteinte d'un cancer du sein et elle a son association c'est aussi un sport qui permet après la maladie, qui apporte des choses par rapport à cette maladie. C'est assez méditatif. Enfin, on peut vraiment méditer, j'imagine, sur son paddle sur le lac. C'est ça qui a un côté soignant aussi. En fait, c'est un sport qui est complet, qui est doux, qui n'est pas traumatisant. Donc il y a plein de méfaits pour de la rééducation. Dans plein de cas, si on se fait des blessures, des choses comme ça, c'est un sport qui est très bon. C'est un sport qui est vraiment un sport santé aussi. Donc c'est bien. Il y aura aussi des choses au cinéma de Talloires le vendredi soir, donc beaucoup de choses. Et après, effectivement, la journée principale, c'est le samedi. La course principale part à 10h30. Vous pourrez suivre en direct sur Vite Mont-Blanc, bien sûr, à partir de 10h15, un peu avant le départ. On peut aussi, pour les gens qui veulent se déplacer, aller à l'hôtel Clos Marcel, qui est juste en face, où on est accueilli avec un café et un croissant. On est sur le ponton qui est situé à la 3e bouée. Je regardais les images. Donc c'est vraiment un endroit idéal. On se met sur le ponton et on va voir arriver tous les concurrents avec le château de Douin et la Tournette en arrière-plan. Donc c'est vraiment magnifique. Donc vous pouvez y aller aussi à partir de 10h30 pour les gens qui sont dans le coin. Et après, on a aussi des courses très spectaculaires l'après-midi à 14h30
où là, ça reste devant la plage de Talloires, donc on peut venir sur la plage et on voit tout ce qui se passe. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué d'organiser tout ça avec le contexte mondial qu'on connaît ? Mondial et local, ouais, en fait, c'est depuis 2020, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser des courses, et particulièrement en France, on peut le dire. On en fait en Suisse et en Italie, c'est pas aussi compliqué. Il y a une espèce de peur un peu, qui est parfois un petit peu, sur certains éléments, qui n'est pas complètement compréhensible, mais bon, voilà, c'est la règle. Donc effectivement, c'est plus compliqué, oui. C'est plus compliqué. C'est compliqué aussi sur la Glaglaris particulièrement, parce que c'est des gens qui viennent de loin. Donc les contraintes de voyage et les règles sanitaires peuvent être différentes suivant les pays. Donc les gens ne sont pas forcément préparés à ce qu'on peut demander localement. Mais voilà, après nous on s'adapte au mieux. On a l'habitude maintenant de faire attention, évidemment le port du masque, le gel, garder les distances, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. La pratique sportive elle-même du stand-up paddle, depuis qu'il y a eu le premier déconfinement, c'est une pratique qui ne pose pas de problème puisque les planches sont grandes. On n'a pas de contact avec les autres, on est loin, on est à l'extérieur. Donc vraiment sur la pratique, il y a zéro problème. Après, effectivement, il faut faire attention sur les phases de regroupement. Mais voilà, on espère que tout va bien se passer. Et puis, c'est un succès tout de même, parce que vous avez encore battu un record de participants. Alors, on a un tout petit peu au-dessus de la dernière fois, ce qui est effectivement assez, qui est réconfortant dans le sens où c'est toujours beaucoup de travail. Et voilà, de voir que malgré les choses, tout ce qui se passe, les gens sont encore motivés, même encore plus motivés à venir. Alors, il y en a beaucoup qui sont très très déçus parce que, notamment les gens qui viennent d'Angleterre, parce que jusqu'à vendredi dernier, ils n'avaient pas la possibilité de venir en France, donc ils ont été obligés pour la plupart d'annuler les hébergements, les transports, etc. Je sais on m'a dit un groupe de gens de Jersey qui vont peut-être venir en roulant toute la nuit en voiture pour arriver le samedi matin. Voilà, donc les gens sont motivés, c'est clair. Mais voilà, ils reviennent. Je leur ai dit qu'ils pourraient revenir sans frais en 2023. Et puis donc nous, on sera au rendez-vous pour suivre cette course samedi, on l'a dit, avec 2 consultants de renom qui sont vraiment spécialisés. En plus, ce sera en anglais et en français. Oui, on a de la chance ici à ce niveau-là. Il y a Christopher Parker qui vient d'Australie tout spécialement. Ça fait 2 ans qu'il est enfermé chez lui, qu'il ne peut pas sortir. En Australie, ils sont très très stricts au niveau du Covid. Donc il n'est pas sorti, ça fait 2 ans, alors que c'est un globe-trotter. Il passe sa vie dans les avions et dans le monde entier, donc il va pouvoir sortir. Donc je pense qu'il va être bien en forme. On va le retrouver en pleine forme. Déjà, il y a 2 ans, on avait suivi, il était déjà en forme. Bien en forme, c'est un passionné, donc c'est vraiment très très agréable de l'avoir. Il connaît très très bien les pros, il connaît bien l'endroit maintenant parce que ça fait plusieurs années qu'il vient. Et donc il sera avec Stéphane Okidem, qui est un autre, son site c'est Subpassion, donc c'est aussi un passionné de stand-up paddle, qui lui est un spécialiste vraiment aussi des pros, qui est français, donc il fera la partie en français. Donc ils vont faire un peu comme la dernière fois, ça va être avec toi Victoria, ça va être un échange sur chacun va apporter, ils ont des personnalités différentes, donc ça fait quelque chose qui je trouve où il n'y a pas de temps mort, où on n'a pas besoin de meubler. Ils se parlent l'un l'autre, tu interviens, tu poses des questions, donc ça fait quelque chose de bien dynamique. Et on peut aussi dire, ce qu'a confirmé Stéphane il n'y a pas longtemps, c'est que le premier live qu'on a fait donc il y a 2 ans, en 2020, c'est le record absolu dans le monde sur les courses de stand-up paddle. Il n'y a aucune course de stand-up paddle qui a autant été regardée que celle-là. Donc c'est très chouette, on essaiera de faire mieux. Le défi est lancé, mais j'en doute pas, avec ces 2 acolytes qui avaient été vraiment très très chouettes et très passionnés. Mais ça s'adresse aussi à ceux qui connaissent un peu moins le paddle, parce qu'il y a quand même de très très belles images et on peut suivre, je pense, la compétition. Ah oui, il n'y a pas besoin d'être un passionné, il y a des choses à voir et je pense que effectivement, il y a la beauté des images et la beauté du sport qui est... Et l'esprit aussi, qui est un bel esprit, je trouve, en paddle. Merci beaucoup, Benoît, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on se retrouve donc samedi à Talloires. Sous le soleil. On espère, dans le froid, mais sous le soleil. Oui, à bientôt, merci. Merci. C'est donc la fin de ce journal déjà. Nous nous quittons en images avec le concours de sculpture sur glace qui était de retour à Valloires. La semaine dernière, 20 sculpteurs de toute l'Europe étaient au rendez-vous pour les 30 ans de l'événement. Face aux galibiers, ils ont façonné leurs œuvres éphémères à l'aide de disqueuses et de meuleuses, comme vous le voyez sur ces images transmises par Valloires. 3 jours et 3 nuits de travail ont été nécessaires pour atteindre ce résultat. Dans un instant, vous retrouvez la météo et puis un panorama
inédit consacré aux 60 ans de la station de La Plagne en Tarentaise. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle édition. Passez une belle soirée.